plus instables, les plus fragiles, eh bien, il y a tout un débat. Et finalement, cette loi, c'est un peu la montagne qui a accouché d'une souris, parce qu'il n'y a pratiquement pas de mesures rigoureuses et strictes pour séparer les deux. Parce que le lobby bancaire a été très, très actif et très puissant, a refusé qu'on le fasse, et donc le gouvernement a obtempéré. Et la référence qu'on se donne en général pour réfléchir sur la question de la réforme des banques, c'est justement ce qu'a fait Roosevelt dans les années 30. Il a notamment fait voter des lois, dont la plus connue, c'est le Glass-Steagall Act, dont certains d'entre vous ont entendu parler. C'est une loi qui sépare d'une manière totale les banques de détail, celles qui prêtent aux entreprises et aux particuliers, qui collectent les dépôts, qui gèrent la monnaie, des banques d'investissement qui, elles, sont sur les marchés, qui spéculent, qui prennent beaucoup plus de risques, etc. Et une des raisons pour lesquelles ça porte sur le monde entier, mais notamment les États-Unis. Il y a eu cette stabilité incroyable du système bancaire dans le monde, et notamment aux États-Unis. Beaucoup d'économistes sont d'accord pour dire que c'est grâce à ce fameux Glass-Steagall Act. Et donc, aujourd'hui, moi je fais partie des économistes qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, bien sûr en l'adaptant à la période actuelle, hein, le monde a changé depuis les années 30, et pourquoi est-ce qu'on ne referait pas un nouveau Glass-Steagall dans tous les pays industrialisés, notamment les grands pays, y compris d'ailleurs certains pays émergents comme la Chine. Et là, on aurait un système beaucoup plus stable et moins dangereux. Eh bien, les gouvernements ne l'ont pas fait. Les gouvernements ne le font pas, ni aux États-Unis, ni en Europe, et ni en France en particulier, parce qu'ils sont sous la pression des lobbies qui refusent ce genre de réforme, évidemment, assez violente, hein, il faut le reconnaître, mais qui aurait amené, je pense, des résultats intéressants. Alors, j'en termine par la dernière partie sur ce que j'appelle la mondialisation en crise. En fait, la crise que nous vivons maintenant, depuis les années 2007, qui a commencé donc aux États-Unis, qui s'est répandue en Europe, ou en Asie, etc. C'est une crise qui, d'après mon analyse, encore une fois, je suis loin d'être le seul à le dire, tout le monde est d'accord pour dire que ça résulte d'un manque de régulation du système financier, d'accord, et notamment, on était trop loin dans la libéralisation, dans la déréglementation. Ça résulte du fait que le capitalisme financier a des excès insupportables et qui pose des problèmes, par exemple, tout ce qui touche le partage des richesses, dont je parlais tout à l'heure, partage salaire-profit, les inégalités qui se développent. Et aussi, dans mon analyse que je fais avec d'autres, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la crise actuelle est une crise qui est systémique. C'est-à-dire que c'est le système économique lui-même, dans toutes ses dimensions, qui est en crise. Et c'est pour ça que je dirais qu'on est dans une crise multidimensionnelle, financière, sociale, écologique, géopolitique. Alors, je ne vais pas commenter tous ces aspects, je vais juste commenter le dernier, géopolitique. Pourquoi est-ce qu'on est dans une crise géopolitique? Eh bien, on est dans une crise géopolitique parce que vous avez désormais d'autres pays qui ont émergé, des pays émergents, qui veulent prendre part aux décisions internationales. D'accord? Or, la gouvernance, pour employer un mot à la mode, ou les modes de décision dans le monde aujourd'hui, est encore très largement concentré entre les mains de grands pays. Par exemple, les droits de vote au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale sont encore très largement concentrés par les États-Unis, les pays européens, etc. Certes, on a donné plus de vote à la Chine il n'y a pas longtemps, mais elle n'est toujours pas un acteur important. Et surtout, les pays les plus pauvres sont très mal représentés, qui sont les plus nombreux, en fait, sur la planète, hein, encore aujourd'hui. Il y a à peu près 200 pays sur la planète, il y en a, disons, plus de la moitié, plus de 100 qui sont des pays pauvres, encore. Eh bien, là, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de mettre en place, jusqu'ici, un mode de gouvernement qui soit satisfaisant. Alors, prenez par exemple le cas du G20. Ben, le G20, c'est 20 pays sur 200. Certes, c'est les plus grands, mais est-ce que ces pays-là représentent bien les autres pays? Par exemple, prenez l'Afrique. L'Afrique n'est représentée que par l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud, c'est un pays que j'estime beaucoup, hein, qui a fait des progrès en matière de démocratie, tout ce qu'on veut. Mais c'est un grand pays qui a des richesses énormes. Comparez le cas de l'Afrique du Sud avec le cas du Mali. Vous voyez que on est dans deux mondes. Et donc, comment l'Afrique du Sud pourrait représenter correctement le Mali dans les conférences internationales? Donc, ça veut dire que là, il y a un problème d'organisation dans les négociations internationales, dans les réflexions, dans les propositions, etc., qui sont menées pour réformer le système international, et beaucoup de pays sont absents. Donc il y a un problème de démocratie. Il y a un problème de démocratie. On est passé dans un monde multipolaire, c'est fini de la suprématie absolue des États-Unis. Il y a maintenant beaucoup de pays dans le monde qui sont devenus des pays importants, qui veulent avoir droit au chapitre. Il faut réorganiser, et donc toutes les institutions qui ont été créées
souvent au lendemain de la guerre, comme le Fonds monétaire international, par exemple, eh bien, ce sont des institutions qui doivent être réformées pour s'adapter. Et c'est ça que j'appelle la dimension géopolitique. C'est-à-dire que si ça continue, on sera incapable collectivement de résoudre les grands problèmes du moment. Les grands problèmes du moment, c'est notamment les problèmes, par exemple, écologiques. L'écologie n'a pas de frontières. Typiquement, c'est un problème mondial, l'écologie. Eh bien, si les pays ne s'entendent pas, par exemple, pour bien limiter les émissions de gaz à effet de serre, jusqu'ici, les conférences internationales ont tout échoué, eh bien, demain, et avant la fin du siècle, on aura un réchauffement climatique qui aura des effets irréversibles sur la planète, montée des eaux, disparition d'espèces, désertification, etc., etc. Donc, si vous voulez, là, il y a un vrai problème, et cette dimension géopolitique est importante. Alors, j'ai fait un beau schéma qui résume cette crise, que vous regarderez aussi tranquillement quand vous aurez le diaporama sous les yeux, mais vous voyez, je pars de l'idée qu'il y a une crise globale, et qu'on a donné une priorité excessive à l'intégration économique et financière, c'est-à-dire à la libre circulation des capitaux, des marchandises, etc., et qu'on a un modèle de développement, c'est aussi une dimension importante de la crise, que je qualifie de productiviste, c'est-à-dire qu'on veut toujours produire plus, et on gaspille, on épuise les ressources non renouvelables, etc., et ça aboutit vous voyez, à une exploitation excessive des ressources naturelles, une crise écologique. Du côté de l'intégration économique, l'hégémonie de la triade, elle est aujourd'hui contestée par la montée en puissance des BRICS. Alors, ce qu'on appelle les BRICS, c'est les principaux pays émergents, mais j'aime pas trop ce terme parce qu'il est un peu réducteur, c'est le Brésil, Russie, Inde et Chine. Mais en fait, il faudrait rajouter, par exemple, il faudrait rajouter l'Afrique du Sud, il faudrait rajouter l'Argentine et ainsi de suite. Bon. Mais tout ça pour dire que ça crée une crise géopolitique et que finalement, il y a une interaction de toutes ces dimensions, vous voyez, financière, écologique, politique, pour expliquer le fait que nous sommes dans une crise globale. Tout ça interagit, si vous voulez. Hein. Et donc aujourd'hui, la complexité de la crise, elle est là. C'est qu'il y a toutes ces dimensions qu'il faut gérer. Hein, et que les hommes et les femmes politiques qui sont à la tête des gouvernements, des institutions internationales, eh bien, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal parce qu'en plus, ils ne sont pas toujours très clairvoyants et ils n'ont pas toujours une vision de ce qui pourrait être fait dans l'avenir. Donc on a vraiment aujourd'hui un vrai problème de choix politique pour sortir de cette crise, et malheureusement, ceux qui nous gouvernent, je ne suis pas sûr, y compris ceux qui nous gouvernent en France, n'ont pas forcément la clairvoyance ou la vision nécessaire. Et alors, je terminerai, ça sera la conclusion, en disant, dans tout ça, où va-t-on? Puisque peut-être c'est la question que vous me posez après tout ce que je vous ai présenté. Évidemment, on peut j'espère que vous n'allez pas sortir trop déprimé, que vous ne ferez pas trop de cauchemars cette nuit. C'est vrai que la période actuelle n'est pas une période très drôle, il faut reconnaître. Donc, à court terme, la question, c'est comment on va sortir de la crise, déjà. C'est-à-dire comment on va renouer avec une activité, avec des créations d'emplois, parce que le chômage, c'est quand même un des fléaux les plus importants. Vous pensez que dans les pays qui nous entourent, il y a 50% des jeunes qui sont au chômage. C'est-à-dire que la moitié de la jeunesse est, entre guillemets, sacrifiée au sens où, n'ayant pas d'emploi, elle ne s'insère pas dans la société. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, émigrent, partent à l'étranger, soit en Europe, soit en Amérique latine, soit en Asie, etc. Parce que, et bien là, c'est quelque chose, il faut sortir de cette situation qui est une situation mortifère pour la société. À moyen terme, la question c'est comment on va réguler ce système. Et notamment comment on va réduire le poids de la finance qui est devenu excessif, qui surplombe toute notre économie et qui a des effets très pervers, notamment en termes d'instabilité. Et donc là, je crois qu'il y a un enjeu, un défi. Alors, encore une fois, je vous disais, les réunions du G20, on n'arrête pas de parler de la finance et de la régulation. C'est encore une fois, j'emploie l'expression, c'est la montagne qui accouche de la souris, quoi. Il y a très peu de choses. Prenez par exemple le cas des paradis fiscaux, dont on a beaucoup parlé à propos de l'évasion fiscale, l'affaire Cahuzac, etc. en France. Et il n'y a aucune décision sérieuse qui a été prise, même s'il y a des petits progrès, je ne dis pas qu'il y a rien. C'est-à-dire que les paradis fiscaux continuent d'exister, les multinationales, les gens riches, enfin, les ménages les plus riches continuent de planquer leur argent dans ces paradis fiscaux pour échapper à la fiscalité notamment. Et donc ça fait pour la France un manque à gagner de l'ordre de 60 à 80 milliards par an. Énorme, et c'est vrai pour nos voisins, il n'y a pas qu'en France. À l'échelle de l'Europe, il y a plus de 1000 milliards, même certains ont estimé, il y a un rapport qui est sorti au Parlement français, là, on estime qu'en Europe, ça serait 2000 milliards même, qui correspondrait à l'évasion fiscale. Vous voyez, c'est une perte énorme pour les États, pour les politiques publiques, etc. Donc là, il faut vraiment s'attaquer à cette question de la finance, et dans laquelle j'inclus la question des finances publiques et de la fiscalité. Et puis à tout long terme, je terminerai par ça, je terminerai plutôt par un questionnement.
que je vous soumets, et ça sera intéressant d'avoir vos réactions d'ailleurs. Est-ce qu'on va, à votre avis, vers une nouvelle forme de capitalisme, où certains disent un système post-capitaliste, parce que ce capitalisme-là est en crise? Donc, est-ce qu'on va passer d'un nouveau capitalisme, comme on est passé du capitalisme fordiste au capitalisme financier mondialisé, et qu'on passerait à un nouveau capitalisme? Certains vont même jusqu'à dire que c'est la fin du capitalisme. Moi, je n'y crois pas, parce que je crois que le capitalisme est très solide. Il existe depuis le XVIe siècle. Je ne suis pas certain qu'il va s'effondrer avec cette crise-là, même si elle est très grave. Simplement, peut-être qu'il va évoluer et qu'on va passer à une nouvelle forme. Bon. Et puis, concernant la mondialisation, est-ce qu'on ne va pas vers une nouvelle étape de la mondialisation? On était dans la phase numéro 2 de la mondialisation, est-ce qu'on ne va pas vers la phase numéro 3? Ou alors, peut-être, ce que certains appellent de leur vœu d'ailleurs, ne va-t-on pas, et n'est-il pas souhaitable d'aller vers un processus de démondialisation? C'est-à-dire l'idée qu'on serait allé trop loin dans l'ouverture des pays les uns aux autres, dans les interdépendances qui sont devenues trop fortes, qui ont permis notamment à la finance de prendre les places trop grandes. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des politiques plus nationales, plus régionales, à une ouverture moindre, de manière à mieux gouverner finalement les sociétés et les économies? Parce que quand elles sont trop ouvertes, elles sont ingouvernables, très difficiles à gouverner. Et donc, il y a, je pense à Olivier Todd par exemple, prendre cet exemple, et d'autres encore qui disent, voilà, il faut démondialiser. Moi, je pense que c'est dangereux. Ce serait dangereux, mais je dis mon opinion. Je pense que ça serait dangereux parce que si on le faisait, en tout cas, sans prendre un minimum de précaution, parce que ceux qui prônent la démondialisation, ils prônent le retour au protectionnisme, par exemple. Faire du protectionnisme, c'est mettre en place des politiques non coopératives avec ses voisins. Je me protège, donc je ne veux plus échanger avec vous. Ça pourrait créer des tensions internationales très fortes. Et on sait qu'il y a ce que ça a donné entre deux guerres. Donc attention. Donc l'idée, il faut être très prudent. Alors je ne suis pas pessimiste au sens de penser qu'on est à la veille d'une guerre mondiale. Je pense qu'on a fait quand même des progrès énormes en matière de discussion. Nous nous rencontrons, nos gouvernements se rencontrent, discutent. Il y a quand même une prise de conscience, et ça c'est grâce peut-être aux trois guerres mondiales, parce que j'inclus la guerre de 1870, 1914-1939, je crois qu'il y a eu une prise de conscience de ces guerres et de ne plus jamais ça. Et donc l'idée c'est, attention, essayons de négocier, de discuter, de nous rencontrer et de trouver des solutions. Bon, pour le moment on ne les a pas trouvées les solutions, mais il y a une prise de conscience de la nécessité de rester en contact plutôt que de s'opposer. Et donc c'est pour ça que je dis attention à ceux qui disent il faut démondialiser au sens de chacun pour soi. Et on ferme les frontières, on n'a plus d'échanges, etc. Parce que bientôt vous n'allez pas la voir malheureusement, la conférence sur la culture. Mais pour moi, la mondialisation, c'est aussi la mondialisation de la culture. Et c'est quand même extraordinaire de vivre dans une période où on peut échanger, notamment grâce aux nouvelles technologies, d'ailleurs avec d'autres peuples, sur les domaines purement culturels, qui n'ont rien à voir avec l'échange marchand. On faisait avant le capitalisme. Voilà, exactement. Et donc, si vous voulez, il faudrait... si, parce que... Non, je pense qu'aujourd'hui, l'ère actuelle, avec l'ouverture, nous donne une possibilité de nous déplacer, de communiquer, etc., qui est extraordinaire, et ça n'a jamais existé autant que dans le passé, je pense. Je me trompe. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qu'il faudrait... Les visas ont été établis en 1914, avant, il n'y avait pas de passeport, pas de visa. Oui, mais justement, les gens circulaient beaucoup moins. Regardez ce qui se passait à la fin du XIXe siècle. Ceux qui bougeaient, c'était les gens qui crevaient de faim, par exemple en Angleterre, en Irlande, qui émigraient aux États-Unis, c'est le Mayflower, et qui sont allés s'établir. Ils voyageaient parce qu'ils crevaient de faim, c'était pas pour des raisons culturelles. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir d'autres formes d'échanges, qui ne sont pas les échanges marchands, si vous voulez, ou financiers. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à développer. C'est cette phase-là, cette forme-là de la mondialisation dont je n'ai pas parlé parce que ce n'était pas mon sujet, mais je conclurai là-dessus. Il faut donc, tout n'est pas à jeter dans la mondialisation. C'est pour ça que je dis oui, ça n'a rien à voir, mais ça fait quand même partie de la mondialisation. Et donc, il faut faire attention, quand on dit démondialisons, vous voyez, attention de quoi on parle. Voilà. Mais c'est juste, encore une fois, une interrogation que je vous soumets, et maintenant je serais ravi d'avoir vos questions et vos remarques. Déjà... Attendez. Comment on fait pour qu'est-ce qui organise le débat? C'est peut-être pas moi. Vous voulez pas donner la parole? Vous voulez que je le fasse? On passe le micro? Voilà. Donc, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Écoutez, voilà ma question. Oui.
qu'est-ce qu'il devient tout cet argent qui est dans les paradis fiscaux? Il sert à quoi et qu'est-ce qu'il fait? C'est bête une question, mais est-ce qu'il y a une réponse? Alors, puisque vous me parlez de pognon, paradis fiscaux, mais qu'est-ce qui fait tout cet argent? D'accord. Alors, est-ce que vous voulez que je réponde aux questions une après l'une l'autre, ou bien on en prend plusieurs? Une par une, parce que je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde, et comme ça je risque, si j'en prends plusieurs à la fois, je risque de ne pas bien répondre à certaines questions. Donc, l'argent des paradis fiscaux, où va-t-il? C'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs sources d'argent. Il y a d'abord les profits, dont je parlais des multinationales, mais il y a aussi le blanchiment de l'argent, c'est-à-dire l'argent de la drogue, l'argent du commerce des armes, de la prostitution, etc. Et du commerce illicite, etc. Et donc, cet argent-là, il va dans les paradis fiscaux, mais après, il en repart. Il revient chez nous. Il ne reste pas nécessairement dans les paradis fiscaux, mais en passant dans les paradis fiscaux, ça lui évite de ne pas payer d'impôts. Donc, une multinationale, par exemple, va localiser son argent. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre, ou au 31 décembre, parce que c'est l'échéance, dans le paradis fiscal, on va dire à ne pas payer d'impôts. Donc, on va aller au Luxembourg, à Jersey, Guernesey, ou bien dans les Caraïbes. Hein. Et puis ensuite, va revenir en France pour s'investir. D'accord? Ou en France ou ailleurs. Vous voyez, et si c'est de l'argent blanchi, ça apparaîtra comme de l'argent tout ce qu'il y a de plus respectable. Alors qu'au départ, ça aurait été de l'argent qui provient d'activités illicites. Donc l'argent circule, il revient, il n'y reste pas. Les paradis fiscaux sont un lieu de passage pour blanchir ou pour éviter de payer l'impôt. Voilà. Okay. Donc, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais c'est ça. Une remarque sur la forme de votre... Moi, je voulais vous remercier d'avoir parlé du CNR, du Comité national de la résistance, parce que les 30 glorieuses ont quand même été faites à cette période-là, en particulier par des communistes et des vrais socialistes, avec De Gaulle. Enfin, je pense que les gens devraient, là, dans la salle, ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont été vendredi au théâtre Victor Hugo, où on passait l'âge heureux, oui, qui est donc Les Jours Heureux, je veux dire l'intitulé au niveau du CNR, et qui expliquait vraiment ce qui s'était produit. Enfin, vous êtes peut-être sceptique, mais c'est vrai que l'entrée était gratuite vendredi, c'est dommage qu'il n'y avait pas eu plus de monde, et ça passe quand même dans Paris, dans certaines salles. Et quand vous nous parlez des 30 glorieuses, et que maintenant c'est les 30 piteuses, bon, l'an dernier, il y avait eu un débat. Moi, je m'étais un petit peu accrochée avec vous par rapport à ma position face aux jeunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, j'ai un petit peu évolué. Moi, je ne suis pas rancunier. Non, j'ai un peu évolué. Mais bon, toutes ces politiques dont vous parlez, c'est la politique de nos gouvernants. Donc, si les gens votent toujours de la même façon, on ne risque pas de changer les choses, c'est clair. Alors, les petites révolutions, là, il y a des bonnets rouges, des bonnets jaunes, des bonnets verts. Tout ça, c'est quand même, tout ce qui se passe en Bretagne, c'est quand même la droite qui l'impulse. Donc, bon, les jeunes, je suis revenue un petit peu sur mon idée, mais de changer la société, là, à l'heure actuelle, la mondialisation, je le vois très mal. Si on ne le fait pas très très vite, à mon avis, c'est fichu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut être optimiste, mais si les gens votent toujours de la même façon, c'est une façon toujours droite, et on ne risque pas de changer grand-chose, l'argent va... Et le faire qu'en France, parce que bon, après 1945, il a fallu faire un gouvernant, donc entre Giraud, De Gaulle, il y a des choses qui ont été faites, mais là, à l'heure actuelle, alors que c'est plus facile de créer ces mouvements-là, sans avoir la pression de l'occupant hitlérien, je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à instruire les gens, même à l'heure actuelle, parce que beaucoup de gens du CNR, ils ne savent même pas ce que c'est. Ouais. Attendez, je réponds à sa question. C'est pas une question qu'elle a posée, elle a fait du commentaire. Non, c'est une question. Mais vous allez, messieurs, vous n'êtes pas patient, mais vous allez parler. Ne vous inquiétez pas. Donc, oui, je suis complètement d'accord. L'idéal serait que dans nos pays, il y ait une espèce de coalitions, comme ça a été le cas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur un certain nombre d'axes importants. Par exemple, moi je pense qu'aujourd'hui, le défi majeur, par exemple, c'est la question écologique. Je pense que dans cette salle, assez nombreux à le penser. C'est pour l'avenir, notamment. Pour l'avenir, comme je pense que les gens, au lendemain de la guerre, se disaient quelle France on veut bâtir après la guerre. Là, aujourd'hui, la question, c'est quelle France ou quelle Europe, etc., on veut construire
dans l'avenir. Et parmi les défis majeurs, c'est l'écologie. Parce que si on ne résout pas, si on n'attaque pas ce problème sérieusement, ce sont nos enfants, petits-enfants et autres qui vivront dans des conditions insupportables. Et donc, c'est inacceptable. Donc, l'idée, c'est comment faire. Et là, ce qui se passe sur l'écotaxe, par exemple, c'est très inquiétant. En tout cas, parce que l'écotaxe n'est pas une mesure géniale, parce que la manière dont elle a été faite est très imparfaite. Mais c'est symbolique du fait qu'il y a beaucoup de citoyens, notamment en Bretagne, mais pas que, qui finalement considèrent que ce n'est pas un problème important et ils vont passer d'autres choses avant. Donc ça, c'est inquiétant. Et c'est là que le rôle des gouvernants et aussi peut-être d'une coalition, plutôt que d'avoir des gens qui s'opposent, on va dire voilà, on est d'accord sur dire que la question écologique est majeure, on essaye en commun d'avancer sur un certain nombre d'objectifs. Et bon, c'est pas possible aujourd'hui, c'est hélas. Il a fallu la résistance et le fait que des communistes se battent côte à coude avec des gaullistes pour qu'ils soient capables en fait, de gouverner ensemble. Là, aujourd'hui, c'est plus le contexte, hein, c'est plus le même contexte. Donc voilà, c'est un moment exceptionnel dans notre histoire, qui, je l'espère, ne se reproduira pas, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une nouvelle guerre, mais c'est clair que voilà, et aujourd'hui, on voit mal cette coalition se faire. Voilà, bon, c'est comme ça. Alors, monsieur, allez-y, parce que vous êtes très impatient. On va pour des heures, mais une remarque et peut-être des questions si on attend. Oui. Et la remarque, c'est sur la forme du discours. Tout à l'heure, vous avez, durant votre exposé, vous avez dit pourquoi la crise. Et en fait, dans la suite, vous n'avez pas montré le pourquoi, mais le comment. Parce que le pourquoi, personne n'est capable de prouver. Enfin, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. D'accord. Donc le pourquoi, on ne saura jamais. On a eu une séance l'année dernière à ce sujet. Ah d'accord, ok. Il y a eu une séance, je ne dis pas que j'ai répondu comme dans la question, mais j'ai essayé de répondre à cette question parce que c'était le sujet. Là, c'est plutôt la question de la mondialisation. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu m'étendre sur la crise. Voilà. J'ai voulu dire que c'est un aspect, qu'on était dans une crise à mondialisation, mais je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas voulu trop passer de temps parce que ce n'était pas le sujet principal. Voilà, il y a une forme d'expression dans le discours, et c'est des économistes ou des gens qui travaillent dans les sciences de l'homme, les sciences humaines de manière générale, qui est l'utilisation des pronoms comme on sait que, on doit faire, il faut que, nous devons. Et ça, c'est une forme, c'est la formulation de l'impuissance. En sciences de communication, je ne sais pas si vous avez fait des stages de communication, la première leçon, c'est on est un con. Alors, vous avez quand même noté que j'ai essayé, souvent certainement, mais j'ai essayé de dire, je pense que, très souvent, et de dire, je crois que beaucoup de gens pensent comme moi. Voilà. Alors après, j'ai dit on, parce que ce on était je, et beaucoup de gens pensent comme moi, donc voilà. On. Donc pour moi, c'est pas con, je m'excuse de dire ça, parce que non, mais je veux dire par là que c'est, j'exprime ma position, je suis là pour ça d'ailleurs, que ça vous intéresse de savoir peut-être. Et après, je dis, est-ce que je suis seul? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi ou pas? D'après moi. Voilà. Et puis après, je généralise en disant, on, c'est-à-dire je et les autres qui sont d'accord avec moi. Ce que nous expliquent les professionnels de la communication, c'est que quand un orateur utilise le on, il est dans la communication. Vous voulez m'expliquer comment j'aurais dû faire ma manipulation? Alors, pour la question, c'est la question de la dette publique. Que je n'ai pas évoqué volontairement. Parce que je n'ai pas le temps d'organisation. Alors, le montant de la dette fédérale américaine, je crois, c'est 18 000 milliards de dollars actuellement. Quand on écoute les différents intervenants américains, journalistes, financiers. Vous pouvez prendre votre micro, s'il vous plaît, ils nous disent que cette dette ne pourra jamais être remboursée. Ah oui, mais il n'est pas remboursé. Donc, cette dette de 18 000 milliards de dollars, les intervenants dans les médias américains nous disent qu'elle ne pourra jamais être remboursée de toute façon. Donc, quelles sont les conséquences sur les États-Unis, sur le monde, sur la triade, sur nous? Est-ce qu'au final, ce ne sont pas les particuliers, les salariés, dans tous les pays de la triade, au moins, qui vont être mis à contribution? Donc là, vous parlez d'un aspect particulier qui est important, certes, mais qui n'était pas dans le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, je réponds. Je réponds en vous citant quand même, alors, je m'excuse, ça va vous faire pédant, mais il y a un anthropologue, c'est pas un économiste américain, qui a fait un livre qui a été publié en français, qui a été traduit en français, qui s'appelle Graeber, G-A-R-E-B-E-R, un livre sur la dette dans le monde depuis, je dirais presque la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est un anthropologue, il raisonne sur les sociétés au début du premier millénaire, je crois, et puis hop, il repart.
Et il a montré qu'il y a eu des centaines d'exemples de dettes non remboursées. Sous les rois de France, sous la République, au Moyen-Âge, enfin, tout ce que, et dans des sociétés très différentes de la nôtre aussi. Donc, ce n'est pas forcément un drame si une partie de la dette n'est pas remboursée. Prenez le cas de la Grèce. Je fais partie de ceux qui, depuis le début, 2009, quand la Grèce a été en difficulté, qui a dit qu'il fallait annuler la dette grecque. Voilà. Et d'ailleurs, au début, tout le monde a rigolé, enfin tout le monde, on était peu nombreux à le dire, et les gens disent, vous êtes fous, qu'est-ce que c'est que ça, il faut que les Grecs payent. Bon. Et puis on s'est rendu compte que c'était une erreur trop tard, parce qu'entre-temps, les Grecs, ils avaient été mis des politiques d'austérité insupportables. Bon. Mais quand même, ils ont été obligés d'en passer par là. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord en 2012 où pratiquement la moitié de la dette grecque a été nettoyée. C'est-à-dire qu'on a dit, vous ne rembourserez pas la moitié de votre dette. Voilà, donc, et ça n'a pas posé de problème. Je veux dire, bien sûr, il y a eu des gens qui ont fait des pertes, c'est les capitalistes en général. Bon, ben voilà, les gens qui prêtent, ils savent que quand ils prennent des risques. Et donc, ils ont perdu. Voilà, et puis, donc, pour les États-Unis, maintenant vous me posez une question, cette dette ne sera jamais remboursée. Non, je pense que la dette publique des États ne peut pas être vue comme la dette privée d'une entreprise. Que ce soit d'ailleurs les États-Unis, hein, parce que quand là vous parlez de la dette de l'État américain. Parce que l'État, on le voit comme un personnage, on peut le voir comme un personnage infini, éternel. On peut me tromper, hein. Les États ont une durée de vie très longue, alors que l'entreprise a une durée de vie limitée. Bon. Et donc, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il refinance sa dette en permanence. C'est-à-dire que les États-Unis ne rembourseront pas leur dette, mais ils vont la refinancer. C'est-à-dire qu'ils vont remprunter pour rembourser, etc. L'État français fait exactement pareil. L'État allemand fait pareil, l'État japonais fait pareil, l'État chinois fait pareil. C'est-à-dire que la dette d'un État, c'est quelque chose qui dure quelque part éternellement et qui donc n'est pas vraiment remboursée, elle est simplement refinancée. J'en rembourse une partie, mais immédiatement je me rendette pour pouvoir... et ça peut paraître de la cavalerie, mais ça ne l'est pas. Parce que l'État doit être vu comme un acteur dont la vie est infinie, en tout cas est extrêmement longue. Voilà. Si une entreprise faisait ça, de s'endetter pour rembourser ça, on dirait qu'elle fait de la cavalerie. Et pour un État, ça ne se pose pas dans les mêmes termes. Remarquez que ce raisonnement que je vous tiens là, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Mais je pense qu'on est quand même nombreux à le penser, parce que, alors excusez-moi de dire on, quand je dis on, c'est-à-dire qu'on est nombreux à le penser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec cette vision-là, c'est-à-dire qu'un État ne peut pas être regardé, fût-il l'État américain, ne peut pas le regarder comme une entreprise. Donc les gens qui sont affolés par le fait que l'État américain ne rembourse pas, oublient peut-être un peu cette dimension. Ceci dit, je suis d'accord avec, c'était implicite probablement dans votre question, il y a quelque chose de scandaleux, c'est que comme les Américains abusent du fait que le dollar est la monnaie internationale, et que donc, comme c'est la monnaie internationale, l'économie mondiale a besoin de dollars dans le monde pour faire des échanges, puisque c'est ça le rôle de monnaie internationale. Et donc tous les dollars qui circulent dans le monde, peut-être que vous en avez dans votre poche ou bien chez vous, à chaque fois c'est de la dette américaine qui circule dans le monde. Et pourquoi cette dette n'est pas remboursée jusqu'ici? C'est parce que l'économie mondiale a besoin de ces dollars pour fonctionner, puisque jusqu'ici, jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas remplacé le dollar, et je pense qu'on n'est pas forcément prêt de le faire demain, comme monnaie internationale. Mais si demain on décidait de le remplacer, de prendre une autre monnaie, à ce moment-là, il faudrait se poser la question et dire aux Américains, vous devrez rembourser une partie de votre dette. Voilà. Pas la totalité peut-être, mais une partie de votre dette. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Pas vraiment, non. Ben, je suis désolé. Oui. Bonjour. Par rapport à cette question, j'ai à l'esprit que, en fait, pourquoi on nous a tellement manipulés avec cette dette, on nous a tellement, avec les médias, etc. Est-ce que derrière cette politique, on ne cherche pas aussi à vouloir imposer des bas salaires? C'est aussi un prétexte pour pouvoir dire, vous voyez, si vous ne pouvez pas, etc., on en profite pour faire des lois qui sont un petit peu, qui vont à l'encontre des salariés ou du bien-être. Tout à fait. La dette est utilisée par les créanciers, ceux qui sont les créanciers, comme un instrument de domination. On l'a vu, par exemple, avant de répondre pour la France, par exemple, ou l'Europe, on l'a vu pour les pays en voie de développement. Les pays riches, créanciers riches, c'est-à-dire la France, les États-Unis, etc., créanciers des pays en voie de développement, ont utilisé cette pression qu'ils avaient en étant les créanciers pour exiger d'eux des politiques conformes à leurs intérêts. D'accord ?
Ça, c'est très connu. C'est une forme d'impérialisme, disons. Bon, maintenant, chez nous, en France, on instrumentalise en effet la dette en disant il y a une dette trop importante, donc il faut que vous acceptiez des politiques de rigueur, des politiques d'austérité, salariales et autres. Et on s'aperçoit que c'est essentiellement les salariés et les contribuables, enfin, en particulier les contribuables qui sont au niveau donc les plus bas, hein, qui trinquent. Ce n'est pas les très gros contribuables. Parce que les très gros contribuables, eux, ils s'en tirent. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent cette dette, souvent. Ils reçoivent des intérêts importants, sur lesquels ils ne payent pas d'impôts parce qu'il y a beaucoup de déductions fiscales sur les intérêts des dettes. D'accord? Et donc, en fait, pour toute une partie de la population, cette dette, elle est un bénéfice. Et pour une grande partie de la population dont nous sommes, elle est utilisée, hein, cette dette importante, comme étant un levier pour dire aux gens acceptez l'austérité parce que nous avons trop de dettes. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Et par exemple, en France, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'en France, on n'est pas arrivé à une situation où on a une dette excessive. Parce que si on se compare à d'autres pays, le Japon, par exemple, a une dette qui est de 200% du PIB. Nous, on est à 90%. Les Belges, ils ont une dette à 150%. Nous, on est à 90%. Donc, vous voyez, donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on dirait que c'est un ratio qui est critiquable, le ratio dette sur PIB. Mais c'est pour vous montrer que le poids de la dette en France, il est important, bien sûr. Mais il n'est pas si important qu'il justifie, en effet, des politiques qui sont celles que nous menons et qui, en plus, non seulement elles sont antisociales, parce que ce sont les moins riches qui payent et les plus défavorisés, mais elles sont inefficaces même. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Regardez ce qui se passe en France. On mène des politiques d'austérité. Le résultat, c'est que la croissance est zéro, proche de zéro, que les recettes fiscales donc rentrent moins, que le chômage augmente, et que donc la collectivité n'est plus capable de rembourser la dette autant qu'il serait souhaitable, parce qu'on ne crée plus assez de richesses. Donc, attendez, je termine. Donc, si on avait une politique différente, qui serait une politique de soutien de l'activité, avec moins d'austérité, on pourrait imaginer une sortie par le haut plus facile. C'est-à-dire que l'idée, c'est menons une politique de telle sorte qu'on crée suffisamment de richesses dans les années qui viennent pour rembourser la dette. En tout cas, rembourser une partie de la dette pour avoir moins de pression sur l'économie. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que la politique qui est menée par le gouvernement est complètement suicidaire, parce qu'elle pèse trop sur l'activité, en faisant payer énormément d'impôts, notamment la hausse de la TVA qui va se produire en janvier. Ça va être catastrophique, ça va amputer le pouvoir d'achat des ménages. Oui? Non, 5%. On va augmenter. 5%. Oui, ça sera 20%. Oui, c'est ça. Donc, on va augmenter la TVA, on va peser sur le pouvoir d'achat des ménages, qui vont moins dépenser, donc l'activité va se ralentir, les entreprises produiront moins, donc elles investiront moins, elles embaucheront moins, et ainsi de suite. Donc on tombe dans une espèce de cercle vicieux. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la politique actuelle. Il y a une contradiction. Et donc, non seulement cette politique est antisociale, mais elle-même, elle ne résout pas ses propres problèmes, qui sont de sortir de la crise de la dette. Voilà. Donc, c'est catastrophique. Je fais partie d'un réseau qu'on appelle les économistes atterrés. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Nous, les économistes atterrés, c'est là-dessus qu'on s'est développé. C'est-à-dire, on s'est développé, on est atterrés. Vous savez ce que ça veut dire, atterrés? On est atterrés par les politiques qui sont menées, notamment, pas uniquement en France, mais à l'échelle européenne en particulier, parce qu'on pense que ces politiques sont des politiques qui vont à l'encontre des objectifs qu'elles poursuivent. En principe, ces politiques d'austérité devraient nous sortir de la crise, et bien au contraire, elles nous y enfoncent encore plus. Et donc, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez? On a beau s'opposer, on a beau essayer de démontrer que cette politique... Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il y a une majorité d'économistes en France, je pense, qui pensent comme ça, et en Europe, beaucoup sont comme ça. Mais même les organisations internationales, c'est le paradoxe, hein, comme le Fonds monétaire international a dit, et pourtant, ce n'est pas des gauchistes, hein, ils ont dit, la France, attention, vous allez trop loin dans la rigueur. Parce que vous allez vous enfoncer encore plus dans la récession, et donc vous aurez encore plus de mal à rembourser la dette. Vous voyez? Donc, on est gouverné par des gens, je pense, qui ne sont pas très clairvoyants, pour être gentils. Il y a des manifestations, des marches à partir du 25 novembre. Hein, c'est Noël. C'est Noël, oui. Je ne sais pas si ça non, mais c'est Noël. non, c'est le 25 novembre. Oui, qui est derrière. C'est-à-dire qu'en voulant faire à travers
en voulant faire peur au public, aux consommateurs qu'on est, etc., pour pouvoir profiter, en fait, en cherchant à profiter de ces avantages, faire baisser les salaires et faire des taxes en plus, etc. Mais d'un autre côté, il y a un côté pervers, c'est que ça crée psychologiquement une peur chez le consommateur ou chez les consommateurs que nous sommes, et donc au lieu de consommer plus, on va consommer moins, et ça va produire. Est-ce qu'il y a des questions sur la mondialisation? Parce que là, c'est intéressant, hein, mais je serais intéressé de savoir ce que vous avez, c'est des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, les questions que vous avez, sur l'analyse que je vous ai proposée, certes très réductrice parce que j'avais pas du temps, hein, puis que bon, voilà. Mais si vous avez, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous pensez, les points sur lesquels vous aimeriez que je revienne, ou que, voilà, la discussion qu'on pourrait avoir entre nous sur l'analyse que je vous ai proposée de la mondialisation économique. Madame, oui, vous dites quelque chose? Moi, je voulais vous demander, on parle jamais de la Suisse, ça fait partie de la mondialisation? Oui, comme tous les pays, ils font partie de l'économie mondiale. Non, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Ça, c'est un petit pays très riche qui ne joue pas bien le jeu de la coopération internationale, même s'il y a eu des efforts et des progrès. Voilà. Donc, oui, la Suisse est un pays qui est très particulier, voilà. Qui n'est pas dans l'Union européenne, qui ne veut pas coopérer avec l'Union européenne beaucoup, alors, et qui a des banques qui sont des vrais requins. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une émission l'autre soir qui est passée, qui donnait froid dans le dos, sur UBS. Oui, j'ai vu. C'est la plus grande banque suisse, hein, et qui est le champion des paradis fiscaux. C'est-à-dire, ils viennent en France de manière illégale d'ailleurs. Ils envoient des chargés de clientèle pour démarcher les Français les plus riches, entre guillemets, qui les repèrent. Ils viennent les voir et ils leur disent voilà, si vous voulez ne pas payer d'impôts, on vous aide. On vous aide à planquer votre argent, à le faire passer en Suisse et après d'envoyer éventuellement dans d'autres paradis fiscaux. Donc, c'est les champions. Mais vous savez, c'est pas la peine de regarder autour de nous. Regardons même chez nous. Prenez BNP Paribas, qui a des profits d'ailleurs insolents en ce moment. Entre parenthèses, on a beau être en crise bancaire, ils vont très très bien. BNP Paribas a 250 filiales dans les paradis fiscaux. 250. C'est la plus grande. C'est la plus. Quelle est l'utilité de ces filiales? C'est justement, c'est de mettre à l'ombre, si on peut dire, c'est de planquer de l'argent pour qu'ils ne payent pas, qu'ils ne soient pas dans les réseaux officiels et qu'ils ne payent pas d'impôts. Les conseillers de BNP Paribas, alors, dans ce qu'on appelle la banque d'investissement, hein, certains d'entre eux ont pour fonction principale d'expliquer à leurs clients comment ne pas payer d'impôts. Alors, la législation fiscale est telle qu'il y a des trous dans la législation fiscale. Donc, en fait, ce que font les gens qui n'échappent pas d'impôts, ce n'est pas nécessairement de la fraude fiscale, c'est simplement de l'évasion fiscale. Mais croyez-vous qu'une banque dont le métier ou l'une des activités majeures qui lui rapporte énormément, c'est d'expliquer aux gens comment ne pas payer d'impôts, même si c'est légal, ça ne pose pas un problème. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, si vous voulez, sans aller jusqu'en Suisse, regardons chez nous et sachons que nos banques, la plus grande d'entre elles, font beaucoup d'activités, beaucoup d'argent sur la manière d'expliquer aux gens les conseils à leurs clients pour ne pas payer d'impôts. Et ça, c'est quelque chose je crois qu'il faut savoir et qu'il faut aussi d'ailleurs dénoncer. Donc, les banques, les françaises, allemandes, américaines, tous sont des grandes banques comme ça, ce sont des banques qu'il faut réguler à nouveau, à qui il faut interdire certaines formes d'activité. Et malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Et mettre ces pauvres gens au chômage, quel dommage. Comment? Mettre ces pauvres gens au chômage, quel dommage. On va faire la quête pour eux. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est le crédit. Pourquoi? Parce que les gens vivent, comme le monsieur dit le contraire, mais moi je dis les gens vivent de plus en plus au Alors, crédit. oui. La mondialisation, c'est de plus en plus. La question du crédit, c'est une question très, très importante. Alors, il faut avoir, à mon avis, un point de vue, disons, assez nuancé. J'essaie d'expliquer, enfin, vous direz si vous êtes d'accord. Je pense que le crédit en soi n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Les entreprises ont besoin de produire, pour acheter des machines, etc., de s'endetter. Elles ne peuvent pas trouver sur leur fonds propres, en général, toutes les ressources. Donc le crédit est de ce point de vue-là utile. Pour les particuliers, bon, peut-être que vous êtes contre le fait d'être propriétaire. Mais si vous supprimez le crédit au ménage, plus personne, à part les gens très très riches, ne pourra devenir propriétaire d'un appartement ou d'une maison.
Parce que tous les gens qui achètent des logements, quand ils en achètent, hein, le font à crédit. C'est indispensable. Vu le prix du logement, vous ne pouvez pas payer avec votre salaire, même si vous avez quelques petites économies. Alors on peut dire que tout le monde doit être locataire, mais la question c'est qui possède à ce moment-là le parc immobilier. Est-ce que c'est les promoteurs? Est-ce que c'est l'État ou les collectivités locales? Pourquoi pas, on peut imaginer une société où il n'y ait que des logements locatifs et qui soient détenus essentiellement par un parc public, soit par l'État, soit par les collectivités locales. Pourquoi pas? Donc du coup les gens n'auraient plus à s'endetter. Mais on n'en est pas là. Donc aujourd'hui, dans un monde où il y a... et puis il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être propriétaires, bon, on peut le déplorer, mais c'est aussi légitime quelque part. Donc on ne peut pas empêcher les gens, s'ils le souhaitent, d'acheter leur logement pour éviter après de payer des loyers, etc. Donc voilà. Alors là, donc voilà, moi je défendrais le crédit, mais je défendrais le crédit avec des règles et des protections, notamment contre le surendettement. C'est-à-dire, en France, il y a du surendettement, mais il faut savoir, peut-être que je vais vous choquer en disant ça, mais qu'on est un des pays où on gère le mieux le surendettement. C'est-à-dire qu'il y a une surveillance des gens qui sont surendettés, il y a des règles, notamment la Banque de France et ses succursales jouent ce rôle, le comité contre le surendettement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont surendettés, parce qu'il y a toujours des gens qui trichent, hein, des gens qui s'endettent sans dire qu'ils sont endettés ailleurs, qui vont à plusieurs endroits, etc. Et du coup, se retrouvent un jour, ils ne peuvent plus payer leur dette. Donc l'idée, c'est qu'il faut mieux surveiller, il faut créer des règles. La règle en France, vous savez, en gros, c'est une banque ne doit pas vous accorder un crédit si la charge de la dette que vous avez à payer, intérêts et remboursement, dépasse 20% de votre salaire. Donc au-delà de 20%, normalement, vous ne pouvez pas vous endetter. Alors les banques ne respectent pas toujours cette règle, et ça c'est une règle de bonne conduite. Il faut essayer de la respecter. Aux États-Unis, la crise des subprimes n'aurait pas eu lieu, à mon avis, s'il n'avait pas fait sauter toutes les règles de protection des ménages contre le surendettement. C'est-à-dire que c'est M. Clinton, démocrate en l'occurrence, qui à la fin des années 90 a fait sauter toutes ces règles pour libéraliser au maximum le marché du crédit. C'est-à-dire que tout le monde pouvait s'en